Monique Caminade, bonjour. Bonjour. Alors, après avoir publié Le Papillon des étrangers, vous êtes ici pour nous présenter votre dernière pièce, Cris et caquettement. Alors, je vous laisse la parole. Alors, Cris et craquettement, c'est le deuxième volet d'une trilogie théâtrale. Après Les Papillons étrangers, on retrouve, comme dans la première pièce, Jacqueline Duchamp, qui est ce personnage du metteur en scène, et qui reçoit de nouveau une nouvelle commande du Conseil national. Et qui doit monter cette fois-ci une pièce sur l'un des personnages qui était déjà présent dans la première pièce, Pilar, qui décide, toujours dans le même contexte de ce petit village en Aragon, cette fois-ci dans les années 90, c'est-à-dire une dizaine d'années après la transition démocratique espagnole, Pilar donc qui décide de vivre au grand jour son amour pour une femme. Donc dans la société espagnole, comment ça a été vécu. Et Jacqueline Duchamp, elle n'est pas dans les années 90, elle est dans les années actuelles, hein, en France, et on est en pleine tourmente du mariage pour tous. Donc elle n'est pas très favorable à ce projet. Elle refuse de monter la pièce, jusqu'à ce que sa fille, Camille, qui est comédienne à la Comédie Française, lui annonce qu'elle est amoureuse d'une femme et qu'elle va vivre avec sa partenaire de théâtre. Donc Jacqueline Duchamp traverse une crise effroyable et se met à réfléchir sur cette question à propos de sa fille. Et ce faisant, elle réfléchit aussi sur le personnage de Pilar et elle se demande comment elle a pu vivre cette confrontation avec sa propre mère dans le contexte espagnol des années 90. Et alors, en quoi, justement, le thème de l'homosexualité est important dans une trilogie sur l'Espagne contemporaine ? L'Espagne contemporaine, elle est caractérisée par le projet démocratique qu'elle a mis en place. 40 ans de dictature, transition démocratique. Donc, dans les années 90-2000, le projet démocratique est encore récent. Et je me suis aperçue que là-bas, comme ici, la question du mariage pour tous a réveillé les mêmes hystéries, les mêmes fureurs de la part du peuple, enfin d'une grande partie des gens. Et donc je me suis demandé, mais comment un pays qui est fondé sur un projet démocratique, c'est-à-dire sur la liberté d'expression, sur la liberté de culte, entend museler la liberté d'aimer? Ça me paraît être une contradiction flagrante. Et donc cette question du mariage pour tous, pour moi, elle aborde une limite de la démocratie. On peut, à propos de cette question, se demander, mais au fond, la démocratie, jusqu'où va-t-elle? Où s'arrête-t-elle? Et dans quelle contradiction elle entre à propos de ce débat. Donc l'histoire était intéressante à ce niveau-là. Vous introduisez deux personnages assez étonnants, alors les deux petites cigognes. Comment et pourquoi avez-vous conçu ces deux personnages? Alors je ne sais pas, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées sur mes pages comme ça, elles ne faisaient pas du tout partie du projet, et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est que au départ, on ne sait jamais comment ça va finir. C'est-à-dire on a un projet, et puis au moment où il se met en place, il peut se passer des tas de micro-accidents, comme ça, un mot, une sonorité, quelque chose qui va faire intervenir un événement imprévu. Et là, ça a été ces deux petites cigognes qui se sont posées sur le toit de l'église du village, et qui donc observent depuis leur poste la vie du village. Les cigognes, c'est aussi celles qui apportent les bébés. Bon, donc, je pense qu'inconsciemment, c'était intéressant. Et elles tiennent le registre des événements du village. Elles tiennent le carnet des naissances, donc, et le carnet des décès, et le carnet des événements principaux du village. Elles incarnent aussi la vox populi, enfin, c'est-à-dire tout ce que peuvent dire les gens dans le village. Et ça m'a permis d'exprimer dans cette pièce tous les arguments qui sont mis en avant par les gens qui sont opposés au mariage pour tous, etc., qui sont souvent des arguments extrêmement archaïques. Voilà. Et donc ça donne des personnages qui introduisent en plus une tension comique dans la pièce qui est tout à fait agréable. On s'attache à elle. Alors, le personnage de Camille, quant à lui, qui n'est pas une cigogne, ne s'exprime qu'en alexandrin. Est-ce une fantaisie ou un choix de votre part? Alors Camille, c'est la fille de Jacqueline Duchamp, le metteur en scène, qui elle-même est comédienne à la Comédie Française et qui travaille sur Racine, sur une pièce de Racine. Et d'ailleurs, elle tombe amoureuse de Eunon, elle joue Phèdre, et bon, bref. Donc Racine, c'est pour moi le
l'auteur classique français par excellence, c'est celui qui incarne la tradition la plus pure. L'alexandrin, c'est le vers noble. La tragédie aborde des sujets nobles. Et la question de l'homosexualité, elle est très difficile à faire entrer dans la littérature. Donc l'utilisation le recours à l'alexandrin, c'est un clin d'œil pour introduire la question de l'homosexualité dans la haute littérature, disons, française, emprunter les canons de la haute littérature. Voilà, donc c'est un amusement, c'est un clin d'œil un petit peu ironique, un petit peu critique, et je me suis beaucoup amusée avec ces alexandrins.